Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons essayer de présenter les différents types d'ondes que vous serez amené à rencontrer dans vos études en classe préparatoire. Alors, on va commencer par des exemples assez simples qui sont le cas très classique de l'onde plane progressive harmonique. Alors, je vous rappelle ce que vous devez savoir. Cette onde, petit s, est une onde qui est unidimensionnelle puisqu'elle ne dépend que de la coordonnée petit x. Elle présente une amplitude S indice M et elle est sinusoïdale, donc harmonique, monochromatique, tout ça, ça veut dire la même chose puisque son spectre ne contient qu'une seule fréquence. Et puis, vous voyez qu'elle contient un terme de phase qui est en oméga t moins kx, ce qui signifie que cette onde, en prenant petit k positif et oméga positif, est une onde qui progresse selon les x positifs. On parle donc bien d'onde plane, puisqu'elle est unidimensionnelle, les surfaces d'onde sont des plans, progressive, elle progresse, elle se déplace, elle se propage, sinusoïdale ou harmonique ou monochromatique, tout ça, ça veut dire la même chose. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter ce signal-là. Ici, j'ai représenté ce signal-là à finalement un instant donné. Et en abscisse, il y a petit x. Il y a un signal à un instant donné. Alors j'ai pris SM égale 2, et vous voyez, finalement, vous avez un signal qui présente une longueur d'onde qui ici vaut entre 2 et 6, donc ça veut dire 4. Et puis par un algorithme de transformée de Fourier, j'ai calculé le spectre du signal, et vous voyez que c'est quasiment un pic, ce qu'on appelle un pic de Dirac, donc c'est finalement quelque chose qui est bien monochromatique, sinusoïdal, harmonique, c'est-à-dire qui ne présente qu'une seule fréquence. Alors ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir cette onde se propager dans l'espace, puisque ici j'ai représenté S en fonction de X à un instant fixé. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est voir cette onde progresser. Alors, c'est pas très compliqué. Le temps que le programme tourne, et on voit ici ce que ça représente, c'est-à-dire une onde qui progresse, qui se déplace selon les x croissants. Vous voyez l'onde progresser. Poursuivons. Nous pouvons maintenant considérer un deuxième cas, c'est de dire on va considérer la superposition de deux ondes planes progressives harmoniques de fréquences différentes, mais par contre de même vitesse de propagation, de même célérité. C'est-à-dire qu'on va considérer le cas où on a une superposition, c'est-à-dire une somme de deux sinusoïdes. Vous voyez bien qu'elle présente une pulsation oméga 1 et une pulsation oméga 2, une norme du vecteur d'onde K1 et une norme du vecteur d'onde K2, mais comme le rapport oméga 1 sur K1 égale oméga 2 sur K2, tous les deux ça vaut la vitesse de phase, et bien la vitesse de phase est la même dans les deux cas. Et donc si on représente cela, on a la superposition à un instant donné. On voit que le spectre, en fait, on a deux fréquences, donc une fréquence de 1 et une fréquence de 3. Et puis si j'anime tout ça, eh bien, on va voir la progression de l'onde. Donc on voit l'onde qui progresse et le spectre ne change pas. Donc c'est assez naturel que le spectre ne change pas parce que c'est la superposition finalement de deux signaux de sinusoïdaux dont on connaissait parfaitement les fréquences. Chose assez remarquable, c'est que comme la vitesse est la même pour les deux ondes, eh bien le signal se déplace sans déformation. En fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les deux fréquences se déplacent d'un seul bloc et il n'y a aucune raison que le signal se déforme dans sa propagation. À présent, justement, on reprend le cas de deux OPPH, mais on prend maintenant deux vitesses différentes. C'est-à-dire qu'on considère que le rapport oméga 1 sur K1, qui est la vitesse de phase de la première onde, est différent du rapport oméga 2 sur K2. Encore une fois, on va essayer d'animer tout ça. Et puis, cette fois-ci encore, le spectre n'a aucune raison de changer, puisque les deux signaux, quoi qu'il arrive, sont des signaux qui présentent deux fréquences. Alors ici, j'ai pris deux signaux de fréquence 1 et 2. Mais par contre, on voit que dans sa déformation, dans sa propagation, le signal se déforme. Alors c'est assez logique, c'est-à-dire que ces deux couleurs, ces deux fréquences ayant des vitesses différentes, la superposition va changer à mesure qu'il se déplace et qu'il se déphase par suite d'une différence de vitesse. À présent, troisième ou quatrième exemple emblématique,
le cas d'une onde alors, qui va être toujours progressive, mais cette fois-ci elle va être évanescente. Alors je vous rappelle ce que vous devez comprendre. Le bloc cosinus oméga t moins kx est responsable de la progression de l'onde. Par contre, cette fois-ci, l'amplitude ne va pas être constante. L'amplitude va s'atténuer à mesure que l'on va vers les x croissants. On parle donc d'atténuation de l'onde dans sa progression, et on parle donc d'onde plane, alors atténuée ou évanescente. Alors on voit bien ici que j'ai représenté l'onde à un instant fixé, en abscisse il y a x, et donc globalement vous voyez que l'onde, à mesure que l'on pénètre dans le milieu, eh bien, s'atténue dans sa progression. Son amplitude décroît, et j'ai représenté ici les courbes enveloppes qui sont les termes en exponentiel finalement. Alors le spectre, sans rentrer dans les détails, est un peu plus complexe que celui que j'ai tracé. C'est toujours un signal qui est grosso modo sinusoïdal. Cependant, en réalité, il apparaît des phénomènes d'élargissement spectral qui sont totalement hors programme. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est de représenter la progression de l'onde en animant la courbe. Et on voit effectivement une onde qui, au fur et à mesure qu'elle pénètre dans le milieu, eh bien, s'atténue. Alors ça modélise pas mal de phénomènes dissipatifs, ce genre d'onde. C'est typiquement ce qui va se passer lorsqu'une onde va pénétrer dans un milieu absorbant. Au fur et à mesure que l'onde pénètre dans le milieu, eh bien, son intensité décroît. C'est typiquement ce qui se passe dans tous les phénomènes associés à la loi de Beer-Lambert en chimie, par exemple. Onde stationnaire. Alors on rappelle que parmi les définitions possibles en fait, de la stationnarité, on va dire simplement que la stationnarité découle d'un découplage spatio-temporel. Autrement dit, si on se place en notation réelle, eh bien, le bloc contenant le temps et le bloc contenant l'espace sont séparés. On voit bien que c'est une fonction de l'espace fois une fonction du temps. Et puis maintenant, si on représente ça, eh bien, on a toujours un signal qui est sinusoïdal d'un point de vue temporel, et donc avec une seule fréquence. Et on voit ici en fait un signal sinusoïdal, encore une fois, eh bien, au niveau de la représentation dans l'espace. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on représente une animation de la courbe, on voit qu'il y a une vibration. Alors en fait, rappelez-vous que ce que ça veut dire, c'est que globalement, on obtient ce qu'on appelle des nœuds, qui sont des endroits où l'onde est constamment nulle. Et entre ces nœuds, donc vous voyez qu'il y a un nœud ici, un nœud là, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle des ventres, c'est-à-dire des endroits où l'onde va présenter des valeurs maximales. Donc ici, on voit les ventres, et donc entre deux ventres, il y a un nœud, et entre deux nœuds, il y a un ventre. Et entre deux ventres ou deux nœuds, il y a exactement ce qu'on appelle la longueur d'onde divisée par 2. Alors vous voyez par contre que, chose aussi très importante, c'est que cette onde ne progresse pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transport de l'information. L'information reste au même endroit, elle stationne, c'est une onde stationnaire. Alors pareil, on peut avoir un caractère stationnaire, mais on peut rajouter un caractère évanescent par une décroissance. Donc en fait, au lieu d'avoir en fait cosinus oméga t fois cosinus kx, on va avoir un terme qui est décroissant. Alors là, on a ce qu'on appelle une onde stationnaire évanescente. Stationnaire parce qu'on fait un découplage entre le temps et l'espace, et évanescente puisque c'est une décroissance à force de pénétrer dans le milieu. Et donc si on représente cela, ça doit être... donc en fait, on a le signal à un instant donné, et pareil, si on représente ce que ça veut dire, eh bien en fait l'onde ne progresse plus, c'est une vibration finalement qui ne s'accompagne pas d'un transport de l'information. Enfin, depuis tout à l'heure on considère des ondes qui sont monochromatiques. On va considérer maintenant une onde qui est plus compliquée que ça, qui est une onde qu'on appelle impulsionnelle. Alors pour considérer une onde impulsionnelle, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer une onde qui présente ce qu'on appelle une porteuse et qui présente une enveloppe. Alors si on représente ça ici, alors c'est un peu difficile à voir. On va le représenter ici dans la courbe animée. On voit en fait ce qu'on appelle une courbe impulsionnelle, c'est-à-dire une situation où on a une onde sinusoïdale dont l'amplitude est modulée par un terme
Alors ici, c'est un terme gaussien. Alors d'ailleurs, vous voyez que ce qui est assez remarquable, c'est que justement, le fait d'avoir multiplié le signal par un terme qui est une enveloppe qui va se déplacer ici, eh bien, ça se revoit en fait dans le spectre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pic, eh bien, on a un spectre, cette fois-ci, qui a une forme plus gaussienne, finalement, ici. Alors là, pour le coup, on touche à des choses qui sont un peu hors programme, et donc on s'arrêtera là. On dira simplement que c'est ce qu'on appelle un paquet d'ondes, un train d'ondes, qui est réaliste pour le coup. Et pour le coup, en fait, on voit ici que c'était une situation où, comme le milieu était non dispersif, eh bien, le paquet d'ondes se déplaçait sans déformation. Ça veut dire que concrètement, la vitesse de groupe vaut la vitesse de phase et vaut la célérité de l'onde. Voilà, j'ai terminé. Tac, tac.